Je me trouve à Saint-Siméon, dans la MRC de Bonaventure, où nous accueille Pierre Bourdage, de la 6e génération de producteurs agricoles de cette entreprise qui fêtera son 200e anniversaire en 2021. Monsieur Bourdage, merci beaucoup de nous recevoir sur la terre ancestrale. Comment tout ça a commencé il y a près de 200 ans? Bien, écoutez, je ne pouvais pas être là pour en prouver, mais ce qu'on a eu comme écrit, en 1821, François Xavier s'est installé avec sa dame sur cette terre. Et de fil en aiguille, François Xavier avait un fils qui s'appelait Jean-Alexis. Et Jean-Alexis a eu un fils qui s'appelait François. Après ça, mon père, Roger. Après ça, moi. J'ai mon frère aussi qui est arrivé, dans le fond, il y a quelques années aussi. Moi, j'ai 3 enfants. Mon frère a 3 enfants. C'est une histoire de la 6e génération okay. de Bourdage sur la même terre. On est vraiment fiers de faire en sorte que la pérennité s'installe sur la ferme Bourdage. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Québec qui peuvent compter sur 6 générations qui se sont succédées, qui se sont transférées évidemment un patrimoine si riche. Au départ, on parle d'un lopin de terre qui avait quelle dimension? On peut parler au départ d'un lopin d'environ, je dirais, 30 hectares, 30-40 hectares. Puis après ça, c'est des lots, dans le fond, où mon grand-père a acheté des lots des voisins. Mon père en a acheté aussi de lots du voisin, parce qu'avant ça, tout le monde avait une ferme avec des vaches qui traillaient à la main, quelques vaches, quelques moutons. C'était beaucoup des voisins qui avaient beaucoup de petites terres et de petites productions pour desservir, dans le fond, un peu leurs besoins. Mais mon grand-père, en 1940, a comme voulu un peu plus expandre, dans le fond, la production, la transformation avec les cultures de lin, entre autres. Il y avait du mouton, on avait des céréales, je dirais une vingtaine de vaches laitières qui traillaient à la main entre les années 40 et 70. Fait que c'est sûr qu'il a commencé la fraise aux alentours début des années 40 aussi. Donc ça a été une entreprise qui a développé beaucoup autour d'Alexis. Puis Roger a pris aussi le pôle aussi. Roger travaillait au moulin à la Stone Console, anciennement à New Richmond. Puis travaillait ici aussi à la ferme. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un apport de Roger au niveau d'achat de terrain, d'investissement. Roger voulait aussi continuer cette belle entreprise. Puis moi, j'ai terminé mon cours en 1987 et j'avais toujours eu la passion pour la production. Je suis né ici, c'est sûr que j'ai appris assez jeune c'est quoi dans le fond, le métier, dans le fond. Puis en 87, j'ai terminé mon cours en gestion d'exploitation d'entreprises agricoles. Puis ça a été, après ça, développé au niveau de la transformation. Puis on a de fil en aiguille, on a travaillé pour essayer de faire en sorte que l'entreprise se développe. Parce que là, on parle d'une entreprise qui compte combien d'employés? Présentement, on peut monter jusqu'à 100 employés. 100 employés, parce que... 100 employés, puis disons qu'on c'est sûr, les employés vont travailler surtout l'été, mais on a des employés aussi au niveau de la transformation qui travaillent l'hiver. Donc, l'hiver, c'est peut-être, je dirais, aux alentours de dizaine d'employés à temps partiel, puis quelques temps pleins. Puis l'été, ça peut monter à une centaine d'employés là, avec la cueillette, puis la transformation, puis les ventes, puis tout ce qui est production dans les champs. Parce qu'en termes de production, là, on parle d'un territoire qui est quand même assez important. Assez vaste, oui. On parle d'à peu près 450 acres de culture. On a un peu de boisés qui sont là-dessus, mais c'est surtout de la culture. Puis on parle d'environ 40 acres en production de fraises. Fait la fraise est la principale production sur l'entreprise. On a des différentes variétés aussi. On a des variétés hâtives. La fraise commence à se produire aux alentours des derniers jours de juin dans la fraise hâtive et se termine avec la fraise d'automne aux alentours du 10 d'octobre. Elle se termine quand il commence à avoir des gelées, la production s'estompe aussitôt qu'il commence à avoir des gelées. Parce que dans la région de Québec, d'où je suis, la production de fraises semble être de la fraise hâtive seulement parce qu'on l'a au mois de juin, début juillet.
mais je suis surpris d'apprendre qu'on peut produire de la fraise jusqu'au mois d'octobre. Oui, puis il y en a beaucoup de producteurs au Québec qui extensionnent leur production avec la fraise d'automne. On parle au Québec d'une production de fraises là, sur 4 mois. Présentement, le standard au niveau de la production, c'est environ 4 mois. Mais à Montréal, ils vont commencer au début juin. Puis nous, on n'a pas la possibilité avec les unités thermiques pour commencer début juin, sauf si on pourrait les planter en serre, bien sûr. Mais c'est ça, il y a à peu près 4 mois de production là, moyennant telle région du Québec. Nous, on va être à peu près à 3 mois et demi environ de production. Au plan technique, ça requiert quand même quelque chose d'assez exceptionnel comme organisation, surtout dans une saison où il n'y a pas beaucoup de pluie, je pense, à l'heure actuelle. Ouais. Vous m'expliquiez tantôt que chaque rang il y a 125 km d'irrigation. Goutte à goutte, souterrain. Souterrain. C'est des tuyaux qui passent directement dans les racines des sillons, puis dans les fraises, dans le fond, dans les racines des fraises, puis qui vont être alimentés par notre lac, dans le fond, avec une pompe qui va fournir, dans le fond, les tuyaux, puis toutes les mains, dans le fond, pour s'assurer qu'il va y avoir assez d'eau pour fournir la production. Puis c'est sûr que c'est essentiel, pas de pluie, pas d'eau, c'est une nécessité pour la plante. Donc c'est sûr que nous, on arrose presque à tous les jours. Ce temps-ci, c'est à tous les jours. Fait presque un mois qu'il ne pleut pas. Fait qu'on est comme, on s'ajuste en fonction de la température, mais on espère que Mère Nature va nous aider un peu avec la pluie. Le vacancier que je suis fait en sorte qu'à l'heure actuelle, je ne Il est m'en heureux. pas trop. Il est heureux. Cela dit, pour évidemment récolter toutes ces fraises-là, ça prend une main-d'œuvre. Oui. Une main-d'œuvre que vous trouvez ici en Gaspésie, que vous je dirais, amenez de l'extérieur aussi. Importé aussi, oui. Oui, on a environ 60 employés durant la cueillette qui vont faire toute notre production. Puis sur les 60, on a environ une vingtaine de travailleurs étrangers. On avait 8 l'an passé, là, on a augmenté à 20 cette année, puis on prévoit d'augmenter encore l'an prochain, dépendamment de comment va se comporter les prochains mois, puis l'ahoutement, puis la fin de la saison. On prévoit qu'on va devoir augmenter parce qu'on s'aperçoit que faut assurer une certaine stabilité. Puis cette année, la production de fraises, il y a certaines journées qu'on était à 5 jours de récolte avant de revenir dans la même parcelle. Ça, c'est un signal comme quoi on ne peut pas fournir adéquatement à la cueillette. Donc, c'est sûr que ça prend un peu plus de monde parce qu'on a fait travailler nos gens vont travailler jusqu'à 12-13 heures par jour durant la cueillette. C'est quand même assez exigeant comme travail, mais on a quand même une bonne équipe de travail cette année. Vous parliez justement de température. Est-ce qu'il y a des années qui ont été évidemment meilleures que d'autres en termes de production? Parce que je pense qu'à l'acre ou à l'hectare, vous produisez à raison de 75-80% de sa capacité. Oui. On parle de combien de kilos? On estime environ une production normale à peu près à 10 000 kg/h. Hectare. Puis nous, on est environ à 75 environ, pour la plupart des bonnes parcelles. Puis pour une moyenne, dans le fond. Mais il y a des années qu'on a eu de la misère à avoir ces rendements-là. On a 2013-2014, on parlait de 3500, 4000 kg hectare. Fait que c'est sûr qu'à ce rythme-là, ben, on avait un problème de qualité de plant. On parle du dépérissement des fraisiers. C'est un problème au niveau nord-américain qui existait chez les pépiniéristes, dans le fond, qui nous fournissent nos plants mères, nos plants filles. Donc, c'est un problème qui a été, dans le fond, résolu avec destruction, dans le fond, des parcelles problématiques. Puis, ben, nous, aussi, ben, par le fait dans le fond, les choses, on a réussi aussi à faire le ménage à l'intérieur de nos entreprises. Puis les plants, présentement, ils sont en santé parce qu'ils, dans le fond, on les plantait, puis ils ne pouvaient pas passer l'hiver ou l'année d'ensuite, ils mouraient. Ou on avait des difficultés au niveau de la qualité, dans le fond, des plants. Puis là, c'est présentement, on semble avoir passé à travers cette problématique-là. Puis on espère que ça va pas, on ne la revivra pas. C'est sûr que c'est un marché qui est cyclique. Oui. L'entreprise, bon, évidemment, qui va fêter son 200e anniversaire en 2021, a connu des hauts et des bas. Vous avez connu aussi, je pense, en 2011, un gros incendie. Oui, c'est le 29 mars 2011, on a eu un incendie qui a ravagé
toutes nos installations de transformation, de vente. On est en construction, puis c'est sûr que ça a causé beaucoup d'insécurité, de dommages au niveau financier. Mais c'est sûr que le après 2011, la gestion du après a été quand même assez difficile avec la problématique au niveau de la qualité des plants. On a eu aussi une problématique au niveau des chevreuils. Vous voyez des clôtures qui contournent tous les parcelles de fraises. On a déjà eu des invasions de troupeaux qui nous causaient beaucoup de dommages aussi. Donc, on a été obligé de clôturer nos installations, nos productions. Puis, c'est des frais, dans le fond, supplémentaires qui nous apportent des fois à faire en sorte que la rentabilité est comme repoussée souvent parce qu'on a beaucoup de frais à ce niveau. Mais là, tranquillement, pas vite. Tranquillement, on reprend du galon, dans le fond. C'est sûr qu'on est en train de contrôler les chevreuils, les maladies sont derrière nous au niveau des plants. On a des meilleurs contrôles. On a embauché un agronome cette année et un technicien aussi. Moi, je suis technicien de formation. C'est sûr que m'entourer de personnes qui sont plus, dans le fond, qui sont compétentes dans leur complémentaire. Ça fait que c'est sûr que ça aide beaucoup. Il y a mon frère aussi qui est à l'entreprise aussi depuis 2008. Mon frère Jean-François, on est copropriétaire de l'entreprise. Puis lui, dans le fond, s'occupe de tout ce qui est transformation, production vinicole. Il fait, dans le fond, c'est le maître de chai, dans le fond, de tout ce qui est vinicole ici. Donc, c'est une personne, dans le fond, en qui j'ai beaucoup de confiance au niveau de la transformation. Puis on pourra aller déguster les produits tout à l'heure. Parce que vous produisez, en fait, j'ai vu un apéro oui. beaucoup de fraises. Oui. L'apéro est excellent, dans le fond. On a l'apéro qui est l'Alexis, le nom du grand-papa. Il y a le François qui est le digestif, le nom de premier ancêtre Bourdage qui est arrivé en 1821. On a le Julia qui est le nom de ma grand-mère, qui est un rosé, dans le fond, festif, festival. C'est un rosé à prendre en cocktail, bon fromage, il est vraiment excellent. Puis on a le Léa, dans le fond, qui est le nom de la fille de mon frère. C'est un produit de rhubarbe, dans le fond. C'est un produit que ça fait 10 ans qu'on expérimente les procédés, puis qui nous donne une saveur en bouche au niveau qui est très très bon avec des fruits de mer, des crustacés, du homard. C'est vraiment très excellent. Les gens qui y goûtent à l'aveugle vont s'en aller vers le Sauvignon blanc. C'est à peu près comparable à un Sauvignon blanc. Puis on a le Laura, le nom de ma fille, dans le fond, qui est un amalgame de Léa et Julia. Mais c'est un produit, c'est de l'assemblage de fermentation, dans le fond, avec un pourcentage de fraises et de rhubarbe, dans le fond. Puis qui est excellent, c'est un bonbon en bouche. Il est vraiment à découvrir en cocktail, en entrée, très bon en dessert. Mais il va être à prendre en mangeant avec des canapés, genre des fruits de mer, canapés crevettes, genre, il est excellent, pétonque, excellent. Fait que c'est sûr un mousseux aussi, le Julia mousseux, là, qui est très aimé des amateurs de mousseux. C'est sûr que c'est tous des bons produits qu'on a à la boutique présentement. Puis on est depuis 1995, on a commencé à produire les vins en 1995. Puis l'année 1995 a été aussi le début du commencement au niveau de tous les produits transformés de la ferme. Fait que les produits tradition bourdage, tarte, confiture, pâté, coulis, relish, ces choses-là, on avait concocté nos recettes en 1995, puis on avait commencé des expérimentations vinicoles aussi. Fait que ça fait 22 ans qu'on travaille dans le vin. Mais la mise en marché est-elle facile? C'est un défi. C'est quand même un défi. Nous, tu vois, de 1995 jusqu'à 2006, on a travaillé à développer les recettes, développer les procédés, tout ça, pour arriver en 2006, avec un lancement, dans le fond, où on a eu notre permis de la régie. Puis en 2013, on a eu notre permis aussi pour commercialiser dans les SAQ. Fait que fin de l'année 2013, on a commencé à vendre nos produits à la régie des alcools. Est-ce que la réponse du consommateur est bonne? Elle est bonne, elle est vraiment bonne. Les gens viennent dans la région, ils achètent souvent le produit à la ferme, puis ils veulent s'en procurer. Quand ils retournent en Estrie, à Montréal, partout dans les régions,
Puis posent la question. ils posent la évidemment. question, ils vont sur SAQ, dans le fond, le site internet de la SAQ, puis là, ils peuvent trouver quelle succursale on a produit, parce qu'on n'est pas dans tous les succursales de la SAQ, mais on peut être dans tout, mais on a peut-être le volume n'est pas encore assez là pour être vraiment dans toutes les succursales, mais éventuellement, on veut l'être. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on peut commercialiser notre produit dans les épiceries. Fait que ça, c'est une bonne chose. On a commencé au mois de janvier à commercialiser, puis je dirais que dans peut-être un 80% des épiceries gaspésiennes, notre produit est présent présentement. C'est un beau début. Là. Oui, ça, et puis en plus, c'est que c'est vraiment un produit qui est unique. Ah oui. Je me souviens pas avoir vu un autre produit à base de fraises. Il y en a quelques producteurs au Québec qui en font. Ils le font sous forme de mistel, un jus mélangé avec un alcool qui fait un genre de mistel. Il y en a qui font quelques produits qui sont en fermentation, mais c'est pas la manne au niveau des producteurs qui font la transformation dans le vin. On fait partie des pionniers, dans le fond, là, au niveau de ce type de production-là. Puis, on est aussi, par nos noms, par nos variétés de fraises, qu'on garde un peu pour nous, dans le fond, on a des goûts et des procédés qui sont uniques. On n'a pas d'appellation contrôlée, mais on a quand même des différences au niveau des produits qui peuvent être similaires, dans le fond. Ça fait que quand on goûte un Julia, ben c'est un Julia. Quand on goûte un Alexis, ben c'est un Alexis. Fait que c'est sûr qu'on a des produits qui sont uniques par leur nom et par aussi leur procédé de fabrication. Comme le Bleu d'Anne de Neuville, à un moment donné, peut-être qu'il y aura une appellation contrôlée spéciale pour la fraise. Oui. Cela dit, si on prend la situation économique ici en Gaspésie à l'heure actuelle, pour une entreprise comme la vôtre, comment ça va? Est-ce que le marché de la fraise est un bon marché? Est-ce que l'agriculture, de façon générale, en Gaspésie, ça va bien? Ça va bien. Quand on n'a pas de problème, exemple, comme on a eu dans les dernières années, qui a causé des dommages, exemple le chevreuil ou les maladies ou le feu, c'est sûr qu'on a eu des années, les dernières années ont été quand même assez éprouvantes. Défis financiers aussi, parce que c'est sûr, on a été suite à ces problèmes-là, on a dû faire un genre de redressement financier de l'entreprise, puis faire en sorte que, regarde, pour passer en travers, ça a été assez difficile. Mais économiquement parlant, il y a moyen je dirais, de rentabiliser, de s'assurer qu'on va se tirer une épingle du jeu en Gaspésie. Les principaux défis, c'est quoi? C'est la rétention de la main-d'œuvre? Rétention de la main-d'œuvre est un facteur. Après ça, facteur défi aussi, c'est qu'on est loin des marchés souvent. Donc, Transport. On est loin de... Là, présentement, moi, dans le fond, j'ai décidé avec l'entreprise d'y aller plus sur l'agrotourisme. OK? On vend des produits frais dans les épiceries, mais on fait aussi une partie agrotouristique. Donc, on devient attractif pour la clientèle qui vient de l'extérieur. Fait que ça nous permet, la clientèle qui vient déguster nos produits, qui veulent s'en procurer à l'extérieur, c'est pour ça qu'on a la SAQ, qu'on rentre dans les épiceries pour s'assurer qu'il y a quand même une continuité au niveau des ventes. Mais le marché, en restant juste en Gaspésie, pour une type d'entreprise comme nous, je pense qu'il peut être comme assez limité. Fait qu'il faut penser sortir de la région pour vendre nos produits. Ou utiliser comme produit d'appel. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est un peu notre vision, c'est que dans les prochaines années, on va développer le secteur vinicole. On veut, là on parle de 40 000 bouteilles en commercialisation, qui se vendent à 75 % dans la boutique, puis 25 % dans tout le réseau de la SAQ et les épiceries. Pour l'instant, c'est ça notre situation au niveau de la vente. Mais dans les prochaines années, on veut développer le secteur du vin pour, d'ici 2020 environ, je dirais presque tripler nos quantités de produits vendus au niveau vin. C'est l'objectif qu'on veut atteindre. Sans agrandir, on a une capacité de place de production à l'intérieur des murs actuels. On va agrandir les cuves. C'est notre objectif, c'est d'agrandir les cuves. Puis on va y aller progressivement année après année, en fonction du développement du marché, puis des stratégies de vente. Je reviens sur la pénurie de main-d'œuvre. À l'heure actuelle, vous embauchez, je pense, c'est 60 % de gens qui sont issus de la Gaspésie, 40 % qui viennent de l'extérieur. La situation va se stabiliser. Vous pensez que vous allez devoir demander un petit peu plus de gens à l'extérieur ou faire venir plus de gens en Gaspésie? Pour la cueillette,
On pense qu'on va devoir aller vers l'extérieur un peu plus, mais c'est sûr qu'on va continuer à employer des gens de la Gaspésie, ça c'est sûr et certain. Et la relève? La relève, présentement, ben, mes fils, mon fils, ben, présentement, est en tourisme. Fait que c'est sûr que là, progressivement, là, c'est sûr que la place, il y a une disponibilité de place pour lui. Mon frère, qui est tout jeune, qui a 14 ans de différence avec moi, et fait partie aussi de la relève de l'entreprise. Puis, je dirais qu'on a des enfants. Moi, j'ai deux filles qui sont plus jeunes. Il y en a une qui est en éducation spécialisée comme travailleuse au niveau à la DPJ, entre autres. Donc, c'est sûr que. Puis ma plus jeune, elle va à la nutrition. Fait que, elle est jeune, elle a 16 ans. Fait qu'on pense peut-être qu'un jour, c'est ça, on espère qu'on va avoir de la relève pour l'entreprise. Surtout essayer de les garder en Gaspésie. Les garder en Gaspésie, surtout, oui. C'est le principal, oui. M. Bourdage, merci. Merci.